Bienvenue Salah Wadia. Merci. Je suis content de vous recevoir. Merci d'avoir accepté. Merci de l'avoir accepté, Salah Wadia. Je rappelle que vous êtes président de l'association d'Amir et que vous êtes également poète. Oui. Pas forcément à vos heures perdues. Non. Quand on l'est tout le temps. J'essaie de l'être tout le temps. Ouais. C'est important, ça permet de prendre la vie et le quotidien avec... De prendre de la distance vis-à-vis des événements immédiats, de regarder les choses avec une certaine maturité de l'âme, si on veut. Et ça nous aide, bien sûr. Est-ce que ça vous aide, vous, à suivre de près la dernière ligne droite de ce remaniement ministériel? Oui, encore faut-il qu'on ait des informations sûres, parce que ce que je remarque, malheureusement, c'est que l'opinion publique n'est pas du tout prise en considération dans ce qui se passe. C'est dans un vase clos, et à mon avis, malheureusement, ça renforce cette idée de la politique qui est l'apanage d'une certaine classe, si on veut, d'un certain, j'aurais dit, clan, et le reste des citoyens ne sont pas vraiment valorisés dans le sens où on ne s'adresse pas à eux pour leur expliquer ce qui se passe, pour leur expliquer, si vous voulez, les raisons profondes pour tous les éléments qui participent à cette élaboration nouvelle. Et là, le citoyen... Vous auriez voulu que le chef de gouvernement s'exprime, vous, là-dessus? Très loin. Consulter les chefs de parti? Et ce n'est pas une bonne pédagogie, c'est une très, très, très mauvaise pédagogie. En tout cas, là, on annonce, bien sûr, donc une fois de plus, ce nouveau remaniement dans les prochaines heures. Hein. Mais pour vous, est-ce que vous avez une attente particulière? Est-ce que ça revêt un enjeu particulier, ce nouvel exécutif? Peut-être dans ce qu'il veut porter comme message. Mais essentiellement aujourd'hui... et c'est dans la bouche du roi que ça a été annoncé, c'est l'échec du modèle de développement. C'est ça. C'est-à-dire que, quelles que soient les politiques qu'on peut aujourd'hui adopter ou ne pas adopter, l'essentiel, ce que les gens attendent surtout, c'est le grand chamboulement. C'est-à-dire que pour vous, ça doit dire, c'est pas forcément qui sera ministre de tel ministère, mais c'est surtout quel projet politique, quelle vision politique et quelle exécution du projet. C'est ça pour vous, bien sûr, sur la base de l'analyse de l'ancien et sur la base des enseignements de cet échec. Et puis proposer et aller surtout, on pourra en parler tout à l'heure, avec une politique volontariste qui peut-être n'a jamais eu lieu dans notre histoire. Le fait qu'aujourd'hui, selon, une fois de plus, les informations qui circulent, qu'il y ait moins de ministères et moins de ministres, dans la nouvelle architecture gouvernementale, pour vous, c'est déjà une bonne chose. Le fait que l'on mette l'accent sur le nombre pléthorique de nos ministres, le fait qu'on mette l'accent sur leur qualité, sur leur profil, sur leur... Mettre le doigt surtout sur la compétence qui était nécessaire. La compétence, c'est quelque chose d'important parce que jusqu'à présent, et nous avons vu parfois des exemples vraiment édifiants, le critère politique partisan était mis à l'avant de ces choix. Et ça, je ne crois pas, personnellement, vu avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de regret, avec beaucoup de colère, parfois, lorsqu'on voit ce qui s'est passé au sein des partis lors des débats autour de questions politiques, on se dit vraiment, est-ce que cette classe politique peut encore espérer avoir de la crédibilité dans le jeu politique, sincèrement? Alors, sachant, pour que l'on puisse être d'accord là-dessus, qu'il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Nous ne sommes pas là dans le dénigrement, si l'on veut, de l'appartenance politique des partis eux-mêmes. Non, nous sommes simplement dans le constat que le visage que donnent aujourd'hui, malheureusement, ces partis politiques ne peuvent pas encourager vraiment à s'engager, et surtout pour les jeunes. Donc ça veut dire que vous êtes favorable, vous, ne peuvent pas engager à retrouver ce que j'estime cardinal, c'est-à-dire la confiance. Ça doit dire, est-ce qu'il est favorable donc du coup à l'intégration et l'introduction d'un maximum de technocrates dans ce nouveau gouvernement? Ce n'est pas une tare d'être technocrate, au contraire.
c'est une chose importante de savoir maîtriser tous les tenants et aboutissants du domaine où on va officier. Ça, c'est très important. Mais ce qu'il faut avec la technocratie, c'est aussi une vision politique. Donc les deux, Donc il faut une combinaison entre les deux. Doivent aller de pair. Une vision politique et vraiment... Sur les grands sujets, les grands dossiers, les grandes attentes d'ailleurs, de la population marocaine dans son ensemble, c'est bien sûr l'école. C'est l'école. Nous n'irons jamais loin sans l'école. Est-ce que là aujourd'hui, pour faire un mélange, je vous disais un petit peu de technocratie et de politique sur des portefeuilles ministériels comme celui de l'éducation par exemple, à la lumière de ce qui s'est passé sur l'introduction de nouvelles de langues internationales comme langue d'enseignement, est-ce que là, il faudrait pour vous avoir un vrai technocrate qui est dénudé de toute forme d'idéologie pour mener à bien... Voilà. Jamais. Donc, Jamais. Il ne faut si jamais... C'est l'idéologie de la performance. Absolument. Absolument. Oui. Il faut l'idéologie de la performance, il faut l'empathie envers surtout les couches sociales qui n'arrivent pas justement parce qu'il y a une nécessité absolue à garantir, c'est l'équité, c'est l'égalité des chances envers l'école. Et ça aujourd'hui, ça n'existe pas malheureusement. Pour vous, un ministre non partisan. Et donc ça, c'est pas un problème technique, c'est un problème politique, c'est un problème de fond, c'est un problème qui a une portée historique. Et donc, mais pour avancer plus vite et pour aller plus loin dans la réforme de l'éducation, absolument. Est-ce que pour vous êtes favorable à ce qui est, et vous seriez heureux, j'ai envie de dire, en tout cas réconforté, s'il y a un ministre non partisan qui soit en charge de l'éducation nationale? Non, je ne serais pas à l'aise parce que justement c'est l'un des secteurs où justement la vision politique est fondamentale. Mais vous avez vu que n'oublions pas que la France que nous connaissons n'aurait jamais pu être ce qu'elle est sans son enseignement, sans la révolution qu'avait... Mais quand on a vu les prises de bec qu'il y a eu sur la réforme de l'enseignement, entre partis politiques sur fond et soubassement idéologique, est-ce qu'on dit, est-ce que pour avancer, parce qu'on a perdu du temps aussi sur la réforme depuis 2015, le Conseil supérieur de l'enseignement, bref, ça a mis 4 ans avant de commencer à mettre en place des petites réformes. Donc est-ce que là, du coup, 2020 c'est bientôt, donc on va changer un peu de décennie. Est-ce que c'est même pas... Je crois que le débat qui a pris beaucoup de temps, énormément de temps, finalement il a accouché sur des décisions qui peuvent être importantes s'ils sont mises justement en pratique dans des conditions favorables, que ce soit dans la ville ou que ce soit dans la campagne, et dans la campagne surtout parce que j'ai l'occasion de voir ce qui se passe dans les campagnes. C'est quelque chose d'inacceptable. Et si nous n'avons pas une reprise en main très forte, ce que la Banque mondiale appelle le miracle éducationnel. Si on n'arrive pas à faire ça, il ne faut pas rêver pour le reste de notre pays, sincèrement. Et donc là-dessus, c'est l'un peut-être des postes les plus importants, avec celui de la santé, plus vitaux et les plus graves lorsqu'on assume une responsabilité de temps. Ça va dire juste pour finir, pour conclure sur le remaniement, parce qu'on va passer ensuite sur les grands débats, liberté individuelle et nouveaux modèles de développement, parce que vous avez travaillé là-dessus au niveau de l'association d'Amir que vous présidez. Acte fort, qu'est-ce que vous attendez de la première sortie de ce nouvel exécutif? Est-ce que pour vous, il est condamné, entre guillemets, à adresser des messages forts, un acte fort pour montrer une forme de rupture, de changement et de renouveau? Il faut d'abord qu'on puisse comprendre pourquoi silence. Il faut qu'il explique pourquoi il a été silencieux tout ce temps, alors que ce sont des choses qui touchent le commun des mortels, qui touchent n'importe quel citoyen, premièrement. Et il faut qu'il nous dise comment le travail de ce gouvernement va être articulé au travail de la commission qui va travailler sur le modèle de développement. Parce que quelle articulation entre l'exécutif et la commission? Le plus fondamental aujourd'hui, c'est et je crois ce à quoi s'attendent les citoyens, à ce que justement cette commission puisse premièrement dégager les enseignements des échecs du passé et deuxièmement tracer les lignes générales des politiques publiques à suivre plus tard. Et donc à ce niveau, il faut qu'il y ait une harmonisation, si on veut, entre ce qui se passe maintenant et ce qui va se passer plus tard et qui sera, je l'espère, fondamentalement nouveau, c'est-à-dire qu'il va révolutionner
J'emploie bien ce terme. Pour vous, la première sortie médiatique du chef de gouvernement, Salah Al-Othmani, parce que le seul qui est sûr de rester à ce poste et à son poste, c'est Salah Al-Othmani. Je crois que première sortie, elle va être déterminante pour vous? Oui, pour moi, ça va être déterminant de comment ça va se passer. Et il doit pouvoir regagner, s'il peut, un peu la confiance des gens qu'il a perdu pendant les derniers mois dans les atermoiements, dans les négociations entre partis de la façon vraiment déconcertante qui ne prend et qui n'a pris absolument aucune importance concernant le citoyen lambda. Qu'est-ce que pour vous, Salah Ouadir, militant associatif, qui a eu aussi un passage dans une formation politique, qui connaissait très bien toutes les différentes sphères et l'enjeu, quelle serait selon vous la première sortie médiatique, le premier propos que tiendrait Salah Al-Othmani qui pourrait ou qui serait susceptible de redonner confiance? Premièrement, ce qui a présidé à ce remaniement. Il faut que les gens comprennent pourquoi ce remaniement. Il faut que les gens comprennent, soient convaincus jusqu'à une certaine limite de la compétence des uns et des autres, parce que les noms qui ont filtré jusqu'à présent n'inspirent pas confiance. Il faut que vraiment on retrouve cette mixité de la technocratie et en même temps de la vision politique dans ces personnes. Il faut qu'on puisse aussi, et là on peut revenir là-dessus lorsque nous allons parler un peu du modèle de développement, c'est-à-dire la capacité à l'initiative politique, parce que n'oublions pas que c'est un gouvernement redonner du sens à la crédibilité. Mais est-ce que, par exemple, parce qu'on va y arriver tout doucement d'ailleurs sur les libertés individuelles, est-ce que pour vous, s'il y a une des premières sorties, c'est l'annonce d'une réforme du code pénal, est-ce que pour vous c'est un message fort? Ce serait excellent d'ailleurs. Non, mais je ne sais pas, c'est puisque comme le dit c'est Balafré, il l'a rappelé lors de ses sorties médiatiques d'il y a quelques jours. Il y a un projet de réforme du code pénal depuis longtemps, il l'a rappelé. Oui. Il est au frigidaire maintenant. Depuis 2014-2015, c'est l'actualité. Et n'oublions pas que cette question, quand même, a retenu l'attention de l'opinion publique dernièrement, enfin ces dernières semaines, à l'occasion du procès que tout le monde connaît. Et donc, il faut arriver, à mon avis, à un gouvernement qui se respecte et qui remarque qu'au sein de la société, il y a un débat autour d'un certain nombre de questions. Il y a un projet de loi, il y a des points de vue différents et parfois contradictoires. Il faut qu'ils sachent Pour vous, la réforme du code pénal et un débat public ouvert là-dessus, ça pourrait permettre à l'exécutif tout de suite de s'installer, parce que ce qui va être important, en fait, il y a la nomination et puis il y a l'installation. Donc. Pourquoi pas? Parce que le code pénal est à notre portée, c'est-à-dire il a été à la portée des parlementaires, alors que d'autres questions sur lesquelles est attendu ce gouvernement, c'est la question de l'emploi, par exemple. On va y revenir. C'est pour ça que, en termes, de dire, qu'est-ce qui est pour vous le plus important? Parce que vous savez, Salah Ouadir, je le répète une fois de plus, le militant associatif Salah Ouadir, tout le monde connaît son engagement, son dévouement. Par contre, aujourd'hui, quand on a ce fameux débat, quand on voit les débats sur les libertés individuelles, avec ce manifeste hors la loi qui a relancé le débat sur les libertés individuelles, il y a des voix aussi qui s'élèvent en disant, déjà, on ne veut pas de réforme, nous. On est conservateur, on a un petit peu le paradigme qu'on a en termes de valeurs familiales, mais il y a surtout le fait qu'il y a des voix qui s'élèvent en disant, mais avant de parler liberté individuelle, parlons de l'emploi, du chômage des jeunes. Non, parlons de tout. Voilà. Et qu'en termes de priorité, c'est beaucoup plus prioritaire que libéraliser le sexe et la sexualité entre personnes consentantes. Tout est prioritaire parce que au moment où l'on parle, la sexualité, elle existe. Qu'elle soit reconnue par le code pénal ou qu'elle ne soit pas reconnue, elle existe dans la société. Par exemple, pour présenter un exemple, pour donner un exemple dessus, par exemple, le nombre qui est un résultat du phénomène, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse aujourd'hui, chaque jour, est affolant. Entre 600 et 800. Et ça veut dire que la société fonctionne à sa manière et que il y a un retard flagrant concernant le code pénal
sur la question des libertés individuelles. Maintenant, les gens qui disent que les libertés individuelles, ce n'est pas une priorité, il est impossible d'avoir un citoyen conscient, capable de choix fondamentaux dans la vie, capable vraiment de vivre sa citoyenneté totale sans les libertés individuelles. C'est un mensonge. Parce que pour vous, ça passe nécessairement par l'épanouissement sexuel avant de passer par l'épanouissement intellectuel? Ou les deux, où il y a l'épanouissement personnel passe par divers aspects. Il est normal. Est-ce qu'on peut demander aujourd'hui aux jeunes, à partir de 18 ans, parce que ça concerne les citoyens à partir de 18 ans, est-ce qu'on peut, on peut vraiment imaginer qu'ils ne puissent pas avoir une vie sexuelle avant 28 ans, 30 ans, l'âge moyen de mariage, mais... C'est impossible. Mais en termes de priorité, une fois de plus, est-ce qu'il vaut mieux préparer ce jeune qu'il soit bien éduqué, éducation scolaire, c'est normalement formé et pour décrocher un emploi, ou plutôt se dire non, la priorité c'est pas ça, c'est l'éducation sexuelle à l'école et c'est son épanouissement. Non, ce n'est pas une question dans une intimité, j'allais dire, qui est normative. Ce sont des priorités, mais ils ne s'excluent pas. La formation, l'éducation, le travail, c'est fondamental pour l'existence d'un citoyen d'aujourd'hui. Sinon, si je vous disais ce qui se dit aujourd'hui dans les stades, les champs de ce qu'on appelle les ultras, c'est affolant. C'est là où je retrouve, sincèrement, la voix du Maroc profond, la voix du Maroc réel. C'est bien sûr avec beaucoup de détresse, mais avec beaucoup de vérité aussi. Mais dans ces champs, est-ce qu'ils réclament une réforme du code pénal? Ils aspirent, oui. C'est un problème, ils aspirent malheureusement à quitter leur pays parce qu'ils considèrent, et ils ont pleinement raison là-dessus, qu'ils ont été abandonnés par tous. Imaginez un jeune qui a 25 ans et qui sait qui n'a absolument aucune chance immédiate dans sa vie, dans son pays. C'est normal qu'ils le disent. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils le disent avec beaucoup de avec des actes pacifiques, je veux dire, avec bien sûr avec des notes de poésie, avec des notes de poésie, avec cette voix qui s'élève parmi la multitude dans les stades et qui s'exprime d'un seul souffle. Et qui désespère de son pays et qui regarde et qui sait quand même s'il regarde ailleurs, que ce n'est pas toujours possible pour lui. C'est vraiment désespérant. Donc, et c'est cette voix. Sincèrement, on va continuer sur ça. Bien sûr. Lorsque j'ai vu les stades s'enflammer de la sorte, et en même temps, les partis politiques se donner des coups, s'insulter entre eux, entre les militants, etc. Je me suis dit, mais ces deux mondes complètement différents, ils sont irréconciliables. Impossible de dire à un jeune, voilà quelqu'un qui puisse vraiment te représenter. Il est impossible. Donc si on veut, puisque nous sommes des démocrates, nous nous battons pour des démocrates, et nous savons qu'il n'y a aucune démocratie sans les partis politiques. Il faut vraiment, je crois, le nouveau modèle de développement appelle peut-être un nouveau modèle de parti politique. Ouais, de parti politique, justement, on va passer sur le nouveau modèle de développement. Parce que quand vous dites ces jeunes dans les stades de foot qui s'expriment, qui chantonnent aussi, avec c'est de la profondeur, profondeur d'esprit, puis en même temps avec une certaine poésie, en tout cas gaieté, en tout cas tout ça de manière pacifique. Est-ce que ça veut dire aussi que tout ce qui est socle de valeurs qui doit être revu dans le cadre du nouveau modèle de développement doit tenir compte de ça, de repositionner aussi les valeurs de tolérance, de solidarité, mais des valeurs d'effort et de travail. C'est-à-dire que chacun soit en capacité de prendre son destin en main. Je ne connais pas un pays où la jeunesse n'a pas été formée et formatée parfois pour être en capacité de prendre son destin en main et d'être autonome. Et de ne pas attendre que ça vienne, c'est comme si moi j'entendais que ça la dire à la fin du mois me donner un petit peu de sous pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc voilà, cette capacité, loin de moi cette métaphore peut-être maladroite, mais vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, pour des raisons culturelles, historiques, politiques, etc., nous en sommes arrivés justement, malheureusement, à la perte de ces valeurs d'effort.
je dirais, enfin, sans généraliser bien sûr, de l'effort, de l'exactitude, de l'honnêteté, de la conscience du rôle de chacun et du rôle du groupe, etc. De l'esprit critique aussi, de la capacité d'écoute aussi. Tout cela, je crois que c'est le rôle de l'école et l'école a failli. Et l'école a failli non seulement en tant qu'école, mais aussi, n'oublions pas, que des courants politiques dans l'histoire, ou bien récente, ou bien un peu plus ancienne, des courants politiques ont instrumentalisé l'école dans leur lutte politique contre le pouvoir. C'est des années 70. Mais là, aujourd'hui, absolument. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, nous sommes dans un désert de valeurs. Oui. J'habite un peu à la campagne et je remarque que les enseignants ne respectent jamais l'horaire. Ils sont toujours en retard et les gosses sont là en train de les attendre chaque matin. Un enseignant, il n'enseigne pas simplement les lettres et les chiffres à un élève. Il enseigne aussi la ponctualité. Mais les valeurs, est-ce qu'on les enseigne pas? Parce que moi, je veux bien l'école, effectivement, l'école publique a ses difficultés, ses contraintes, ses déficits, bref. Mais est-ce qu'il n'y a pas le gros déficit? Et là où il faut taper, c'est les familles. C'est les familles? Oui, les familles. Les ménages et les familles, les valeurs. Quand il y a aujourd'hui, on a un réservoir, le moteur de valeurs qui est censé pour moi je vais vous donner être la famille avant d'être l'école. Est-ce que, en fait, dans le cas de la réforme, d'une nouvelle peut-être réforme relifting de la Moudawana, est-ce qu'il ne faut pas aller aussi un peu dans ce sens pour responsabiliser un peu les familles? La famille a avant, on faisait la police pour que son enfant soit près de soi. Aujourd'hui, on fait tout pour que son enfant soit à l'extérieur et soit loin des parents, généralement. Je ne vais pas généraliser. Je crois qu'il y a Est-ce que là, il ne faut pas réinverser une démission, une démission des familles vis-à-vis de l'éducation de leur Est-ce que ça commence pas là? Ça commence aussi. Avant que ça commence à l'école. Écoutez, chez nous au Maroc, on dit ça commence dans la famille, ça commence dans l'école, ça commence dans la rue, ça commence dans les médias, ça commence partout. Je vais vous donner un exemple. Il y a un certain nombre d'années, j'ai été au Danemark. Et j'ai demandé, je suis allé dans une école et j'ai demandé un peu dans le détail ce qui se passe dans ces écoles. Et j'ai demandé à propos du taux de réussite. Eh bien, imaginez, est-ce que vous pouvez imaginer un peu le taux de réussite dans les écoles danoises? Ben, je vais vous le dire, moi j'étais stupéfait, eh ben, il est de 99,4%. Les 0,6%, c'est simplement les jeunes qui ont des difficultés, que l'on nomme parfois handicapés, mais ceux-là, lorsque ils ont leur certificat au niveau qu'ils peuvent, accéder, eh ben, ils ont un travail qui est assuré par l'État. Deuxièmement, pourquoi, justement, je me suis demandé, mais pourquoi ce taux incroyable de réussite? Eh ben, on m'a répondu, dès qu'un enseignant remarque qu'il y a un retard quelconque chez un élève, il fait appel aux parents. Et les parents suivent à la loupe ce qui se passe pour leur enfant, pour redémarrer l'éducation et l'enseignement de leur enfant ensemble. Voilà, je crois qu'il y a des choses, comme vous dites, la famille a démissionné, il faut que cette démission soit dépassée d'une façon définitive, parce qu'il y va de l'avenir non seulement de leurs gosses, mais de tout le pays. Mais de la société. Donc c'est pour ça que, au niveau parce que je sais que l'association d'Amir que vous présidez a pensé, réfléchi, a beaucoup écrit. Absolument. Sur le nouveau modèle de développement. Ça nous a dit, voilà. Je ne vous parle pas beaucoup de ça. Bientôt, on va le présenter dans une conférence de presse, Inch'Allah. Oui. C'est quand même un effort qui a été fait sur une année pour présenter au pays comment nous imaginons le Maroc de demain. D'ailleurs, le mémorandum s'intitule « Le Maroc que nous voulons ». Et bien sûr, il est axé sur 3 axes principaux, l'axe politique, l'axe sociétal et l'axe économique. L'axe politique pour une refonte fondamentale du jeu politique, parce que
nous considérons que l'appel royal à revoir le modèle de développement est une reconnaissance tacite de l'échec aussi du modèle politique. Et donc, à ce niveau, cela nous interpelle tous du sommet jusqu'à la base, en passant par les institutions, par toutes les institutions sans exception, en passant par les partis politiques, en passant par les rapports qu'il y a entre les cercles de pouvoir et les partis politiques, entre les rapports entre parce que nous considérons, par exemple, que notre institution laisse une marge grise entre les pouvoirs des différentes institutions, le chef du gouvernement, le roi, etc. Et ce qui fait que pour beaucoup de raisons, il y a des glissements vers le fait que la fonction royale occupe un peu plus que les autres. Nous devons aller vers l'inverse, c'est-à-dire que, dans le respect de la Constitution bien sûr, aller vers une vision où les partis politiques assument toutes leurs responsabilités, ce que justifie bien sûr la reddition des comptes à la fin des cycles politiques. Et la déclaration du patrimoine aussi. Ça va avec la déclaration du patrimoine, bien sûr, qu'elle soit déposée, qu'elle soit suivie par la Cour des comptes, tout ça. Confiance, alors on va dire. Confiant en l'avenir. Oui. Quelle que soit l'architecture gouvernementale, quel que soit le... Je suis confiant dans l'avenir à une condition. Tu sais, dans ma vie, j'ai connu beaucoup de tournants, beaucoup de difficultés, beaucoup de violences aussi, que vous connaissez bien sûr. Mais à aucun moment, je n'ai perdu l'espoir, je ne perds pas l'espoir. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de retrouver la confiance. Si on ne retrouve pas la confiance, si on ne sent pas que du sommet de la pyramide jusqu'à la base de la pyramide, il y a un véritable sens de la gravité de la situation et une capacité, si vous voulez, à serrer la ceinture. Nous devons serrer la ceinture parce que nous sommes à un rythme dépensier énorme dans notre pays qui est incompatible avec les besoins et avec les défis qui attendent notre pays. Et surtout, le peuple, le petit peuple, il est très attentif à l'attitude de son élite. S'il remarque que son élite ne fait que radoter des messages entendus, il n'ira pas, il ne suivra pas. Donc le peuple doit sentir que son élite, que ses gouvernants, que ses responsables sont conscients de la situation désastreuse dans laquelle il est, et ils sont capables de présenter les sacrifices que le moment historique demande. Voilà. Hasard ou coïncidence du calendrier, ça va dire demain c'est la journée nationale de la femme. Oui. Alors je ne sais pas si la femme sera consacrée, en tout cas dans ce nouvel exécutif. Est-ce qu'il y aura une parité qui sera respectée? Je n'en sais rien, mais voilà. En tout cas, demain, c'est la journée nationale de la femme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je l'espère. La journée internationale de la femme... La journée nationale demain. Oui, nationale de la femme doit s'inscrire sous ce titre clair et net, c'est-à-dire qu'il faut harmoniser toutes les lois avec la Constitution qui souligne l'égalité entre l'homme et la femme. Or, l'arsenal des lois est toujours en défaveur des femmes. Ça doit être le slogan de demain, Inch'Allah. En tout cas, ça peut être un signal fort aussi que peut envoyer le nouvel exécutif en se chargeant d'avancer un petit peu sur la nouvelle réforme, une nouvelle génération de réformes, en tout cas sur la Moudawana. Absolument. C'est ce que nous espérons, parce qu'il y a du travail à faire, du travail législatif à faire. Il y a une refonte de la Moudawana à faire. Elle a été à un certain moment importante dans l'évolution des choses. Maintenant, elle est un peu dépassée. Elle doit être reprise. Merci en tout cas. Merci à vous, président de l'association d'Amir, qui va présenter dans les prochains jours son rapport. Absolument. Son mémorandum qui est déjà sur le nouveau modèle de développement. Absolument. De présentation publique. Déjà remis au cabinet royal à la mi-juillet. Et nous allons organiser, selon nos moyens aussi, des conférences débats avec des spécialistes, avec des militants, avec des citoyens,
pour nous dire ce qu'il pense de ce que nous avons élaboré et pour peut-être, nous l'espérons, nous en sommes sûrs, l'enrichir encore plus. Mais en tout cas, je l'espère pour vous. En tout cas, je salue une fois de plus votre militantisme citoyen. Merci. Voilà, c'est ça aussi, parce que des fois, c'est une denrée rare. Donc, c'est ça aussi, c'est important de retrouver du sens aussi au travers de l'engagement citoyen. Merci, une fois de plus. Salah Ouadia, président de l'association d'Amir et poète. Merci. Pas qu'à ses heures perdues, mais tout le temps. Merci beaucoup. Merci à vous et belle journée. À la prochaine. Merci.